Dans la série de capsules pédagogiques que je consacre à l'actualité, je vous rappelle que j'ai déjà fait une capsule sur le nouvel ordre mondial, j'en ai réalisé 2 sur l'Union européenne. Aujourd'hui, je vous parle de la 5e République et des difficultés croissantes qu'elle rencontre pour assumer sa mission. Alors, je le redis, il s'agit de vidéos pédagogiques pour débutants. Ces vidéos n'ont pas du tout la prétention de fouiller les sujets, ni de s'adresser à des spécialistes, en particulier à des spécialistes des questions constitutionnelles. L'objectif est de vous familiariser avec les grandes problématiques qui sont évoquées au jour le jour par la presse, mainstream en particulier, et qui sont rarement expliquées et qu'il est difficile de comprendre si vous n'avez pas un minimum de recul. J'essaye de vous le donner. Alors, quelques mots sur la 5e République d'abord et sur les circonstances de sa naissance. Alors d'abord, il faut, pour ceux qui démarrent vraiment, je le redis, je ne vais pas remonter à Mathusalem, mais il faut que vous ayez à l'esprit que nous sommes à peu près à 65 ans, de 5e République. C'est le 2e régime qui a duré le plus longtemps depuis la fin de l'Ancien Régime. La période républicaine la plus longue a été celle de la 3e République, qui avait commencé, les spécialistes en discuteront, mais en 1870, facialement dirons-nous, et qui s'est terminée en 1940 avec le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain par une assemblée réunie à la va-vite à cet effet le 10 juillet 1940. Donc il y a eu 70 ans de 3e République, qui était un régime particulier puisque c'était un régime sans constitution. Et c'est probablement ce qu'il faut dire en introduction de cette vidéo, c'est que le principe même d'une constitution n'est pas forcément bon signe pour la pérennité d'un régime politique. Et souvent, plus la constitution est compliquée, plus elle est longue, plus elle est fragile et plus elle est éphémère. Je vous en ai parlé à propos de l'Union européenne, qui est une machine extrêmement complexe et opaque sur la durée de vie de laquelle on peut s'interroger, puisque l'Union européenne vit sur des traités qui ont été adoptés tous à partir de 2005, eh bien les républiques, les régimes politiques en général qui ont des textes fondateurs ou des textes suprêmes extrêmement compliqués sont généralement des régimes fragiles dont il faut régulièrement réviser les règles. Alors, la 5e République dans tout ça. Ayez à l'esprit que une fois que le régime de Vichy a disparu, la 4e République a instauré ce qu'on appelle un régime d'assemblée qui ressemblait en partie au régime de la 3e République. Sous la 3e République, c'est l'Assemblée nationale qui faisait la vie du régime avec un gouvernement qui, au fond, était relativement faible et un président de la République qui était très effacé. Après l'épisode de Vichy, les anciens de la 3e République qui sont revenus à la manœuvre ont voulu recréer un régime d'assemblée qui s'est très vite empêtré dans les difficultés, mais qui se prétendait l'héritier du Conseil national de la résistance. Si vous voulez, demandez-le moi, je ferai une vidéo pédagogique sur le Conseil national de la résistance et sur ce que cette expression signifie vraiment. Retenez qu'en tout cas, en 1946, les Français adoptent par référendum la constitution de la 4e République qui met en place un régime d'assemblée, dit d'assemblée, c'est-à-dire que dans l'équilibre des pouvoirs entre pouvoir exécutif, c'est-à-dire gouvernement, pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement au sens large, Assemblée nationale plus Sénat en France, puisque nous pratiquons le bicaméralisme. Le bicaméralisme, c'est un Parlement avec 2 chambres, une Assemblée, un Sénat. Une Assemblée qui représente le peuple, un Sénat qui représente les territoires. C'est généralement de cette façon que les choses se font en Angleterre. La chambre basse représente le peuple et la chambre haute, la chambre des lords, est réservée en principe aux aristocrates, c'est-à-dire qu'on met en place un tempérament dans l'exercice des libertés parlementaires
pour éviter les dérives révolutionnaires telles qu'elles ont été connues en France par exemple en 1792 après la chute de Louis XVI. Voilà, je refais ces petits points très rapides, les spécialistes contesteront, mais je le redis, c'est vraiment pour donner les concepts de base. Donc en 1946, on met en place la constitution de la 4e République avec un parlement qui est très fort, un gouvernement, un pouvoir exécutif qui est relativement faible et qui sera d'ailleurs très instable, et un pouvoir judiciaire qui en France n'est pas un pouvoir mais une autorité. Retenez bien cela, en France il y a une tradition de crainte vis-à-vis du gouvernement des juges qui fait que malgré la doctrine de Montesquieu de la séparation des pouvoirs, on considère qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire, et donc elle est en retrait par rapport au gouvernement et au Parlement. C'est aussi le cas dans la Constitution de la 5e République. Voilà, j'ai fait très vite. N'hésitez pas à vous repasser ça en boucle pour comprendre qu'en France, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il y a une autorité judiciaire, ce qui est un problème dans l'équilibre démocratique. Bref, la 4e République se noie dans les problèmes propres au régime d'assemblée, en particulier l'instabilité gouvernementale, qui est en France devenue l'équivalent de l'inflation en Allemagne. Vous savez que l'inflation dans les années 20 en Allemagne a été considérée comme l'une des explications de l'arrivée de Hitler au pouvoir, et les Allemands aujourd'hui ont une espèce de rejet viscéral de l'inflation. Eh bien, en France, depuis 1958, nous avons un rejet viscéral de l'instabilité gouvernementale, et c'est précisément à cause de cette instabilité que la 5e République va apparaître. Alors, la 4e République est considérée comme un régime instable qui, du fait de son instabilité, est incapable de mener une politique cohérente dans la guerre en Indochine, une politique cohérente dans la guerre en Algérie, et plus généralement une politique cohérente vis-à-vis des colonies, ce qui expliquera le fait que l'armée va menacer d'un coup d'État en 1958 si le général de Gaulle n'arrive pas au pouvoir pour reprendre la situation en main. Alors les férus d'histoire iront lire cet épisode dans le détail. Ce qui est sûr, c'est que la 5e République est indissociable du retour de Gaulle au pouvoir sur le thème de l'Algérie doit rester française. N'oublions jamais que De Gaulle arrive au pouvoir probablement avec des menaces de coup d'État militaire qu'il a un peu lui-même actionné sur le thème de « moi je garderai l'Algérie française » et on sait la suite. Le « je vous ai compris » sera une grande duperie puisque De Gaulle va expliquer qu'il renonce à l'Algérie française quelques mois après son arrivée au pouvoir. Simplement en 1958, De Gaulle arrive avec un mandat qui est de créer une nouvelle constitution, donc une nouvelle république, qui rompra avec le régime des assemblées et de l'instabilité gouvernementale, et qui établira une majorité capable de gouverner. Donc c'est la logique même des institutions de la 5e République telle qu'elle est conçue en 1958. J'ai fait au printemps une vidéo sur le plan RUEF, qui est le plan qui va permettre au général de Gaulle de rétablir la stabilité monétaire et de rétablir les comptes publics. Référez-vous-y, puisqu'on présente souvent de Gaulle comme le gaullisme social, la participation, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas le gaullisme, et si vous voulez, je ferai le gaullisme pour les débutants, la participation est un thème qui apparaît à la fin du mandat du général de Gaulle, mais pendant 10 ans, le général de Gaulle va gouverner avec des salaires très bas, des semaines de 48 heures et des excédents publics. Dans la pratique, il y aura très peu de déficit public sous le général de Gaulle. Dans tous les cas, il y aura une recherche de l'équilibre budgétaire avec peu d'impôts, peu de dépenses. De Gaulle n'a rien à voir avec l'espèce de socialiste mitterrandien qu'on nous dépeint très souvent chez les gaullistes. Les Xavier Bertrand, les Ciotti parlent de Gaulle, mais ne savent pas ce que faisait De Gaulle. C'est l'inculture au pouvoir. Bref, celle-là aussi elle est faite. Donc De Gaulle lance une nouvelle constitution en même temps qu'il rétablit les comptes publics. Dans cette constitution qui porte moins de 100 articles, c'est-à-dire que c'est une constitution qui est plutôt autoritaire. Vous savez, moins une constitution a d'articles, plus elle est autoritaire sur le fond, et moins elle est parlementaire. Et donc cette constitution de la 5e République, elle a un objectif,
permettre au gouvernement de gouverner et de rester stable, même s'il y a des problèmes de majorité au sein des assemblées. C'est essentiel de le comprendre. Donc De Gaulle va adopter une série de mesures dans la Constitution. Il prévoit notamment la possibilité pour le président de dissoudre l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale n'a pas la possibilité de faire tomber le gouvernement. La seule possibilité pour l'Assemblée de faire tomber le gouvernement, c'est la fameuse motion de censure qui doit être adoptée par une majorité parlementaire dès lors que le gouvernement engage le 49-3. Mais De Gaulle va multiplier les mécanismes qui permettent au gouvernement de domestiquer, de tenir les assemblées pour éviter qu'elles ne remettent en cause le gouvernement toutes les 5 minutes, comme c'était le cas sous la 4e République, et pour éviter que l'Assemblée n'empêche le gouvernement de gouverner. Dans la pratique, qu'est-ce que De Gaulle utilise comme méthode pour donner une prédominance, parce que c'est de cela qu'il s'agit, au pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif? Bien, De Gaulle va utiliser une méthode extrêmement importante qui est en particulier celle des ordonnances, c'est-à-dire que le gouvernement a la faculté de remplacer l'Assemblée nationale dès lors que l'Assemblée nationale l'y autorise. Le gouvernement a la faculté d'édicter des ordonnances qui doivent être ensuite validées par le Parlement dans un délai de 6 mois, mais pendant un temps donné, si le Parlement ne parvient pas à décider, le gouvernement peut prendre des ordonnances selon une procédure qui se révèle avec le temps extrêmement laxiste, c'est-à-dire que le Parlement abandonne très souvent ses compétences législatives au profit du gouvernement pour que le gouvernement décide à sa place. Mais il y a d'autres procédures qui vont être mises en place, notamment ce fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de faire promulguer, de faire passer une loi dans les assemblées sans vote des assemblées. La seule façon de bloquer un 49.3, c'est qu'une majorité de députés vote la défiance vis-à-vis du gouvernement, c'est la fameuse motion de censure. S'il n'y a pas une majorité qui vote contre le gouvernement au moment où le 49.3 est décidé, eh bien une loi est adoptée sans vote de l'Assemblée, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas besoin d'un vote majoritaire pour la loi, il suffit qu'il déclenche le 49.3 et que l'Assemblée se montre incapable de le renverser pour faire passer la loi. C'est le grand dispositif gaulliste, mais il y en aura d'autres, notamment le scrutin uninominal à 2 tours aux élections législatives, qui est très critiqué aujourd'hui. On parle beaucoup de scrutin à la proportionnelle. Il faut se souvenir que, évidemment, le général de Gaulle ne voulait pas de proportionnel pour éviter d'être en position de devoir négocier des coalitions pour accéder au pouvoir. Le scrutin uninominal à 2 tours aux législatives permet de dégager de fortes majorités. La même logique de scrutin est utilisée aux élections municipales. Ce sont des systèmes qui permettent de dégager des majorités là où il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'une fois que votre député est élu, eh bien, il appartient à un parti qui forme le gouvernement s'il est majoritaire. Point. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique du général de Gaulle, de la Constitution de 1958, était de multiplier les systèmes pour éviter l'instabilité gouvernementale. Alors, il se trouve qu'avec le temps, on voit que ce système prend de plus en plus l'eau. Alors, on pourrait là aussi faire de longues dissertations sur l'abstention grandissante, parce que face à l'impossibilité de remettre en cause les règles du jeu, eh bien les Français ne vont plus voter. Ils manifestent leur mécontentement et leur rejet du système par l'abstention, c'est-à-dire qu'ils désertent, ils pratiquent d'une certaine façon la politique de la chaise vide vis-à-vis du pouvoir. Ce faisant, face à la crise qui couve sous la Ve République, face à la perte d'adhésion populaire vis-à-vis de cette constitution qui avait été adoptée par référendum, eh bien, les gouvernements successifs, les présidents successifs, en particulier le président Chirac,
le président Sarkozy vont multiplier les amendements à la Constitution, les adaptations de la Constitution. J'en signale une qui est, de mon point de vue, essentielle parce que tous les présidents se posent désormais la question de comment faire adhérer le peuple à notre système qui prend l'eau et qui est de moins en moins légitime. Si vous voulez, je ferai une capsule pédagogique sur la différence entre légitimité et légalité. Aujourd'hui, les gouvernements en France sont légaux, simplement ils souffrent d'un manque grandissant de légitimité. Donc, pour rétablir la légitimité, Nicolas Sarkozy va utiliser une méthode extrêmement importante qui s'appelle l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet à n'importe quel citoyen de mettre en cause une loi votée par l'Assemblée nationale ou par le Parlement en général, de la mettre en cause pour son manque de respect à la Constitution. C'est-à-dire que si vous considérez qu'une loi est contraire à la Constitution, vous pouvez individuellement saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander de se pencher sur la constitutionnalité d'une loi. Alors en quoi est-ce important? C'est que jusqu'ici, le débat sur le respect de la Constitution par le législateur était un débat réservé au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Donc c'était une affaire de spécialistes qui tenaient le citoyen à l'écart. Et les règles du jeu démocratique ont tellement dérivé que dans ce système de partis dans lequel nous vivons, qui était d'ailleurs l'une des craintes du général de Gaulle, dans ce système de partis, eh bien, finalement, la voix du simple citoyen ne compte plus. Les élections sont verrouillées par des partis qui sont subventionnés par l'État pour leur propre fonctionnement. Les partis n'en ont plus besoin de militants. Beaucoup de partis sont essentiellement composés d'élus, et ces élus ont capturé le pouvoir. Ils n'ont exactement comme les organisations syndicales, subventionnées, elles n'ont plus besoin de militants, et bien les partis subventionnés n'ont plus besoin de militants pour vivre, il suffit juste qu'ils aillent à la conquête du minimum de voix nécessaires pour obtenir des subventions, et il se trouve qu'une fois que vous êtes dans la place, eh bien vous faites tout pour que les nouveaux n'arrivent pas, et c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc face à ce système très verrouillé par la caste qui s'organise pour se partager les postes, eh bien Nicolas Sarkozy, en 2008, a introduit la question prioritaire de constitutionnalité qui permet désormais à un citoyen de contester le fondement de la loi. Ça, il faut le comprendre. Malgré tout, le système ne fonctionne pas parce que la caste qui accapare le pouvoir eh bien, fait tout pour mettre en échec les réformes institutionnelles. En matière de conseil de questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont fortement tendance à limiter les affaires reconnues comme susceptibles de passer devant le Conseil constitutionnel. Plus largement, le budget, par exemple, est de moins en moins voté par les parlementaires, c'est-à-dire qu'il passe au 49.3 désormais sous Emmanuel Macron, enfin, depuis Elisabeth Borne, les budgets passent à coup de 49.3, donc ne font plus l'objet de vote. Donc le travail parlementaire sur les dépenses de l'État et sur l'impôt est de plus en plus inutile ou superficiel. Et surtout, il y avait eu une tentative en 2002 avec la loi organique sur les lois de finances, la fameuse LOLF, d'essayer de rétablir un débat sur la performance des services de l'État, mais petit à petit, la machine bureaucratique s'est arrangée pour étouffer la logique de la LOLF et revenir aux pratiques de la 4e République, c'est-à-dire l'adoption d'un budget sans véritable compréhension, sans véritable contrôle de ce budget par le Parlement. Tout ça pour dire qu'il y a donc j'ai beaucoup concentré, c'est un peu intense, mais réécoutez pour vous familiariser avec les concepts. Il y a aujourd'hui une crise profonde de légitimité de la 5e République qui explique les débats sur le recours ou non au référendum. Alors, quel est le sens de ce débat? Eh bien, c'est que si vous demandez aux citoyens d'adopter directement la loi par référendum, eh bien, vous rendez le Parlement inutile et vous cassez le système d'accaparement du pouvoir par la caste. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que nous devons développer un nouveau type de démocratie que j'appelle la démocratie liquide,
Si ça vous intéresse, je ferai une capsule sur la démocratie liquide pour les débutants.